the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was left. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité à nos programmes. Je suis Badara Khan qui vous présentera les profils de nos invités de ce numéro. Je voudrais tout de suite et maintenant vous inviter à réagir sur nos différentes plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Nous attendons bien sûr vos commentaires, contributions au débat. Vous profitez tout simplement de ce temps d'antenne pour souhaiter un excellent début de semaine à toutes les personnes qui vous sont chères. Ce magazine, c'est également nos capsules habituelles, celle du coach Tandara. C'est la gym, dans un petit moment, les exercices en ce début de semaine. Et puis après 7h30, je vous inviterai à regarder le bulletin d'info de votre matinale Quinqueliba, le tout en images. Le sommaire est complet. Avant d'aller en salle de gym, j'accueille l'équipe Alioune Badara, Abdulaziz Ban et bien sûr nos deux invités pour cette première partie. Ils me rejoignent en plateau maintenant. Eh bien, messieurs, bonjour et bienvenue. En attendant, on retrouve le coach en salle. En ce début de semaine, c'est des exercices de cardio pour vous permettre d'être en bonne forme et en bonne santé. C'est important évidemment pour le moral et le bien-être. Le coach, c'est maintenant. On vous retrouve dans un petit moment pour la suite. Bon matin à tous et à tout de suite. Parfait. Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Les bonnes habitudes, on ne les change pas. Les lundis, le cardio. Alors, aujourd'hui, le cardio du lundi, mesdames et messieurs, avec la gym battle, mais aussi le medicine ball, et donc deux ateliers qui vont véritablement vous émerveiller. C'est vrai que ce sont de bons ateliers. La gym battle, mais aussi avec le cardio aujourd'hui, mesdames et messieurs, avec le coach Bou, nous sommes le coach Do pour la précision. Coach Bou, bonjour, mais je suis avec le coach Do. Alors aujourd'hui, toujours à Dynamic Sport. Dynamic Sport, ici à Rufisque, mesdames et messieurs, à tous les Rufisquois, bon réveil, bonne matinée. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée. Et cela dit, la Gym Battle, comme je l'ai dit tout à l'heure, et je vais laisser la parole au coach Do. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce matin pour notre capsule du jour. Alors pour aujourd'hui, comme début de semaine, on va présenter notre séance de cardio. Alors, avec cette séance, aujourd'hui, on va essayer de favoriser le déstockage des graisses, mais aussi de maintenir notre masse musculaire. Alors, suivez-nous bien dans ces exercices qu'on va vous montrer tout de suite. Allez, merci. Restez connectés. Alors, je le disais tout à l'heure, mesdames et messieurs, on ne change pas les bonnes habitudes. Le cardio d'aujourd'hui, lundi, mesdames et messieurs. Alors, voyez, avec le battle, c'est donc le coach Do, le coach cher de l'autre côté, avec la plateforme. Mais vous avez aussi le medicine ball. Allez, après ce petit relâchement, alors le coach cher va prendre le battle et le coach Do va s'occuper évidemment du medicine ball. Allez, le duo de coach Do, coach cher. Alors le coach cher en battle, alors voyez, évidemment ce battle, mesdames et messieurs, c'est vrai que ça vous donne beaucoup de force lorsque vous travaillez dans les conditions requises, en tout cas. Mais regardez aussi assorti d'un tout petit peu d'appui facial avec le coach Do. Alors quant au coach cher, c'est vrai qu'avec le medicine ball, mesdames et messieurs, c'est pas un petit medicine ball de par le poids. C'est vrai que ça pèse lourd, hein. Allez, on va aller voir. Allez, merci aux deux coachs. Nous allons observer les étirements, des élongations, puisque, mesdames et messieurs, ne terminez jamais une séance d'entraînement sans les étirements, sans faire ce qu'on appelle le placement de la chaîne musculaire et, comme on dit lapidairement,
eh bien, les muscles, les articulations, il faut les remettre à l'endroit. Allez, coach Do, la parole. Nous revoilà, mesdames et messieurs. J'espère que vous avez bien suivi les exercices qu'on vous a proposés et essayez de pratiquer ça à la maison ou bien au niveau des salles de sport. Maintenant, pour ceux qui veulent perdre de la masse graisseuse, la question revient souvent. Il faut essayer maintenant de diminuer l'apport calorique provenant de votre alimentation et en même temps essayer d'augmenter de manière contrôlée les dépenses énergétiques afin d'optimiser ce qu'on appelle la lipolyse, autrement dit la dégradation des graisses en énergie utilisable par les muscles. Allez, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah. Restez connectés. Merci. Voilà, merci. Merci beaucoup, coach Do. Merci à vous qui suivez votre télévision nationale. Mesdames et messieurs, encore une fois, toujours fidèles. Restez fidèles à votre télévision leader ici au Sénégal. Mesdames et messieurs, le rendez-vous, Inch'Allah. Demain, ici même, je rappelle, nous sommes à Rufisque, à Dynamique Sport. Allez, retour en plateau. Merci au coach Tandara, 6h38 et bienvenue. Si vous nous rejoignez juste à l'instant, dans un moment, la revue des titres des quotidiens de ce matin. Messieurs, comment allez-vous? Ça va très bien. Ban, bien réveillé le week-end? Oui. Parfait. Allez, Fatigué. Ça va. Parfait. Ça va, parfait. Hein. Allez, qui sont nos invités pour ce premier numéro de la semaine? Deux invités pour ce lundi Voilà, matin. deux invités pour démarrer la semaine. Une fois n'est pas coutume. Généralement, sur Kinkeliba, les lundis, nous n'avons qu'un seul invité. Mais au regard de la riche actualité du pays, donc on a jugé opportun de faire venir un économiste, monsieur Gueye, Babacar Gueye, économiste, formateur, auteur aussi. Donc il nous fera le décryptage en tout cas de cette baisse annoncée des prix ici au Sénégal, surtout concernant les denrées de première consommation, de première nécessité, comme on le dit généralement dans notre pays. Surtout le pain qui va intéresser donc nos cousins sérères, qui passent à 150 francs la baguette. Mais cela quand même a des impacts forcément sur donc la trésorerie publique. L'État a dû faire, j'imagine bien, des sacrifices. Il a consenti à des sacrifices pour que cette baisse-là soit effective sur toute l'étendue du territoire national. Quelles seraient les incidences de cela sur les finances publiques, mais également comment stabiliser enfin au Sénégal les prix. Donc voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous durant la première partie qui vous sera consacrée. Et dans la deuxième, pour faire plaisir à notre ami Abdelaziz Bana, monsieur Sport du plateau, on aura l'honneur de nous entretenir avec Eric Favre, qu'on a plus à présenter au public, surtout le public sportif sénégalais, de plus en plus fréquent au Sénégal. Je sais qu'il a un amour pour notre pays, raison pour laquelle il a pensé quand même à la création de ce festival, un festival dédié à la pratique sportive et à la santé, au bien-être. Donc comme quoi le lien est forcément établi entre le sport et la santé. Alors le festival Eric Favre Sport Santé, l'originalité de cette initiative, le pourquoi bien sûr, les objectifs attendus et puis également comment vous comptez impliquer toutes les fédérations sportives du Sénégal dans cette organisation. Voilà les questions sur lesquelles nous reviendrons avec vous durant la partie qui vous sera consacrée. Donc je pense qu'on aura vraiment un menu très riche en début de démarrage de Kinkeliba pour cette semaine. Pour cette semaine et inviter évidemment nos téléspectateurs qui nous regardent en ce moment un peu partout dans le monde à réagir sur nos plateformes digitales et notamment sur la page Facebook RTS1. Babacar Gueye, comment allez-vous ce matin? Je vais bien. Et vous, comment vous allez? Parfait, je vais bien aussi. Très heureuse de vous avoir sur ce plateau. Nous, on est contents. Le pain à 150, c'est mieux. C'est une bonne nouvelle quand même. C'est une excellente nouvelle. Bon, les meuniers ne sont pas tout à fait d'accord. Vous le verrez tout à l'heure dans la revue des titres. Ils veulent... on verra ce que ça va donner dans tous les cas dans quelques jours. Eric Favre, merci d'avoir accepté notre invitation également. Et bienvenue encore une fois sur le plateau de la matinale. Je vois que vous avez préféré la légendaire teranga sénégalaise à l'hospitalité ivoirienne, non? En fait, si vous voulez, bonjour à tous déjà, merci pour votre accueil. Ce que j'ai choisi avant tout, c'est le continent africain. Voilà. C'est un continent dans lequel je me sens bien. Effectivement, je travaille dans une dizaine de pays déjà en Afrique depuis quelques années. Et étant sur un carrefour de ma vie professionnelle et de ma vie d'homme, j'ai décidé de retenter une aventure entrepreneuriale sur un nouveau continent, dans une nouvelle culture. C'était aussi un challenge pour moi et j'ai décidé effectivement de m'installer plutôt à Dakar qu'à Abidjan dans un premier temps pour en faire une plateforme
ce que je suis en train de construire, c'est-à-dire que je suis en train de construire une entreprise, un groupe d'importation, de distribution, de création de produits, tout ce qui touche le sport et la santé. Et en ayant la plateforme ici à Dakar, parce que vous avez le port, je peux livrer, là je vais commencer à livrer en Mauritanie, au Mali, on a des partenariats avec le Mali. Et donc je suis en train d'essayer de suivre et de correspondre un petit peu la politique qui va être menée aujourd'hui par le nouveau gouvernement, dans lequel j'adhère à 100%. Et ce n'est pas de la démagogie, c'est une vraie réalité. Et je pense qu'effectivement, un ancien comme moi, entrepreneur, a certainement une certaine expérience avec beaucoup d'humilité pour pouvoir mettre au profit du talent de la jeunesse africaine, parce qu'il y a beaucoup de talent aujourd'hui ici en Afrique. Il suffit à un moment donné de leur donner un petit peu de moyens, une bonne vision, et puis la confiance, parce qu'il faut leur faire confiance aussi. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et ça marche, parce qu'on sait que vous avez un poulain Tafatine qui fait d'excellents résultats dans la lutte en ce moment. Mon cher Ban, d'ailleurs, lors du dernier combat, on s'est tous demandé, mais Tafatine, la présentation qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? des deux lutteurs. Oui. Beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Hein. On regarde aujourd'hui Tafatine, on va se dire, mais le gars, il a beaucoup travaillé. Ah oui. Et derrière, il y a cet homme, Eric Favre, là, qui a beaucoup travaillé pour que Tafatine puisse avoir cette grande forme-là qu'on a vue à la télévision. Son prochain combat, c'est contre Bala, c'est ça? Oui. Il y a des négociations, des tractations pour que le combat n'ait pas lieu. Pour un report, parce que nous ne sommes pas encore prêts. Hein. Vraiment, nous ne sommes pas encore prêts. Nous encore juste 2-3 mois de préparation. Il faut être vraiment prêt. Parce qu'il y a l'audio qui a fuité. Bon, étant un homme, il ne pouvait pas se deviner. Donc, il a accepté vraiment le duel au stade, mais vraiment, quand il a revu ses parents, quand ils sont réunis entre 4 murs, ils sont dit des vérités. Là, pour l'instant, il a intérêt à reporter encore. Aziz, c'est mon combat. Est-ce que nous pouvons reporter? 6h44, les sujets sport de ce matin. On va parler d'athlétisme avec les championnats d'Afrique qui se tiennent à Douala, au Cameroun, avec Cheikh Tidiane Diouf, qui a donc été champion d'Afrique du 400 mètres. On va également parler du report de la CAN féminine, donc, qui est acté, qui va donc se tenir du 5 au 26 juillet 2026. Également parler de foot féminin avec la finale de la Coupe du Sénégal, l'affiche qui est donc connue entre les Aigles de la Médina et Diapo Olympique Club de Guédiawaye. Parler également de Tenguet Football Club, le champion du Sénégal, qui a été fêté à Rufisque au terme d'une belle soirée, donc au stade de Ngalandou Diouf, mais également revenir sur l'Euro avec l'affiche de ce soir entre la Croatie et l'Italie, match prévu à 19h sur la RTS. Et peut-être préciser que le coach de Tenguet FC a démissionné, c'est ça? De la Linguère. De la Linguère. De Aline Badra. Non, mais Tenguet aussi. Tenguet, oui, Cheikh Gueye. On en a parlé la semaine dernière. Tout à fait, Cheikh Gueye qui a rendu le tablier. Le président de la Linguère de Saint-Louis également, qui a Amara Traoré. Qui a oui, j'ai vu ça sur les réseaux sociaux aussi. 6h45, on avance. La revue des titres maintenant avec le quotidien plutôt pour démarrer ce matin sur le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale. Et elle a eu ce titre, déclaration de politique générale, sans hypothèse, sans en chiffres, mais évidemment, on peut spéculer sur le sang également, puisque des homonymes, il en existe. Alors, le Premier ministre et les possibilités qui s'offrent à Ousmane Sonko, justement, vous retrouvez les détails de cette actualité politique à la page 9. Je lis quelques lignes très rapidement. Depuis la formation du nouveau gouvernement le 5 avril, le Premier ministre Ousmane Sonko, qui semble ne pas être pressé de faire sa déclaration de politique générale, est pris dans le piège du calendrier avec la clôture de la session parlementaire le 30 juin. Alors, que doit-il faire? Que se passera-t-il entre-temps? Alioune? Je crois qu'il doit sacrifier à cette exigence républicaine, forcément. Il y a un délai de 3 mois. Hein. Je pense qu'il a un délai de 3 mois pour se préparer, pour faire face aux élus du peuple. C'est un rendez-vous solennel, un grand rendez-vous en tout cas attendu par toute la République. Et puis, écoutez, il y a aujourd'hui un équilibre des forces. Hein, parce que s'il reçoit une motion de censure de la majorité actuelle à l'Assemblée nationale, la majorité également se verra éjecter de l'Assemblée nationale par le biais de la dissolution. Donc pour moi, il y a ce qu'on appelle l'équilibre de la terreur en géopolitique. Donc je pense qu'il pourra faire sa déclaration politique générale sans qu'il y ait une motion de censure venant de la majorité. Parce que nos députés, même si c'est encore pour 2 ou 3 mois, tiennent à leur salaire. Hein, quand même, hein. Et le salaire est sacré. Voilà. Votre actualité avec la Covid, finalement, dans les bagages des pèlerins, je crois que sur les réseaux sociaux, vous l'avez appris, nombre en tout cas
cas de ces pèlerins qui sont revenus de la Mecque ont été testés positifs à la Covid-19. Mais on le sait, la Covid n'a pas véritablement disparu. Elle est toujours là, elle a peut-être été véritablement maîtrisée. Maintenant, ce qu'il y a lieu de faire, et je pense que c'est le message que moi j'ai envie de faire passer ce matin, c'est de rester prudent, dans tous les cas, c'est de rester prudent. Ce qui peut peut-être nous inquiéter en ce moment, ce sont les ganalés qui sont généralement organisés quand on revient. Donc là, ça mobilise du monde, on ne peut pas leur dire, ne le faites pas. Il y en a qui ont déjà pris des crédits, des prêts, acheté des vaches, des bœufs, des getzner, payer le traiteur pour organiser évidemment ces fêtes-là. Ça va réunir du monde. Il faut rester prudent. Les gestes barrières, on les connaît, des masques. Faire attention pour que ça ne se propage pas. Il y a d'autres variants. Ce qui est rassurant, c'est que ces variants sont moins virulents que le premier qu'on a connu. Donc nos médecins sont plus aguerris pour soigner cela. On sait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignaient d'être grippés et tout ça. La Covid est encore parmi nous. Donc il faut être très très prudent et saluer justement le dispositif du ministère de la Santé. Le ministre lui-même qui s'est d'ailleurs déplacé sur place très rapidement pour prendre en charge ces pèlerins. J'ai échangé hier avec Binta Bokoum qui véritablement tient à rassurer les uns et les autres, mais il faut quand même rester prudent. Ban, un petit commentaire. Oui, je pense qu'aujourd'hui avec ce retour de la Covid, on a eu les premiers symptômes. Avec cette grippe-là qu'on a vue dans ce pays il y a 1 à 2 mois. Aujourd'hui, je pense qu'il faut être très prudent pour prendre toutes les mesures qu'il faut pour permettre à ces personnes-là de pouvoir se protéger. Et puis, vous avez parlé de ces ganelets-là. Je pense qu'il faudra prendre toutes les mesures qu'il faut, surtout autour de ces cérémonies-là qui sont prévues dans ce retour-là des pèlerins au niveau de leur famille, pour permettre à ces personnes, pour permettre aux familles de pouvoir déjà se barricader et puis de ne pas, déjà de protéger les pèlerins et puis de protéger également leurs familles. Et dans tous les cas, quand on ne se sent pas bien, il faut aller à l'hôpital et consulter. Je crois que ça aussi, c'est important de le souligner. Éviter l'automédication. Oui, ça on connaît. Le ginger qui soigne tout finalement, tout ça on connaît. Allez, à la une de l'AS maintenant, sur la recrudescence de la Covid, toujours plusieurs cas parmi les pèlerins, on en parlait à l'instant. À la une de l'AS également, la nouvelle stratégie de l'État en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire. 54 organisations bénéficiaires dans les communes de Bambey. Le docteur Alioune Dione qui déclare « Je veillerai personnellement au remboursement ». On a un économiste sur le plateau. Notre modèle en ce qui concerne l'économie sociale et solidaire, comment vous trouvez cela? Est-ce qu'on est dans la bonne approche finalement? Évidemment, vous savez, le Sénégal a toujours opté pour une économie solidaire et sociale et solidaire, comme on a l'habitude de le voir chez nos mamans, donc, qui constituent une association pour s'entraider sur pas mal de choses. Et aujourd'hui, sur le plan international même, on voit que l'économie solidaire est devenue donc au top. Donc, je pense bien que nous avons un très bon modèle. Aujourd'hui, pourquoi le Sénégal est résilient, pourquoi l'économie sénégalaise est résiliente, c'est juste à cause de cette économie solidaire, sociale et solidaire. Donc, que nous qualifions d'économie domestique. Au Sénégal, nous avons une économie domestique assez forte. C'est ça qui nous permet d'être résilientes. Le cas du Covid-19, on l'a vu récemment. Donc aujourd'hui, je pense qu'il est temps qu'on puisse prier pour qu'il n'y ait pas cette nouvelle vague de Covid-19 parce que l'économie sénégalaise ne pourrait pas supporter. On passe à la une du quotidien L'Info maintenant avec un tout autre sujet qui forcément vous intéresse. Arrêt de la production après la baisse du prix de la farine. Les meuniers défient l'État. S'il n'y a pas de pain, ça ne va pas aller. Ah non, il faut du pain sur les tables, c'est un impératif. La baisse de 4 000 francs CFA n'est pas financée à ce jour. Les meuniers ne peuvent s'engager dans un dispositif de vente à perte, déclare-t-il. Réumi Quotidien qui illustre sa une ce matin avec justement du pain croustillant, comme on aime. Le mal est dans la farine, c'est ce que notent nos confrères ce matin. Discorde autour d'une éventuelle baisse du prix du pain. Yor avec une actualité qui tourne autour de Mimi Touré, avec le grand jury Mimi Touré qui dénonce les exactions de Macky Sall. Justice doit être rendue, dit-elle, à tous ces morts blessés et personnes illégalement emprisonnées. La une de Besbi, Le Jour, avec une actualité politique également. Pastef, APR et les autres, eh bien, bas face aux oppositions, tout simplement. Pour Amadouba, dont la photo illustre la une du quotidien Besbi Le Jour ce matin. Le défi du leader, le leader pour évidemment dire qu'il est actuellement le chef de l'opposition, c'est cela. On passe à la une du quotidien Le Mandat qui nous replonge dans l'actualité de la baisse du prix du pain au Sénégal. Les meuniers déclarent un arrêt provisoire de production. Si les meuniers arrêtent,
dans les boulangeries, il n'y aura pas de farine. Hein, ou tout simplement, on peut aussi faire du pain avec d'autres céréales. Peut-être qu'il est temps de penser à cela, même si on sait que le blé reste la principale céréale utilisée dans la fabrication du pain ici. À Ziguinchor, la réduction des coûts de consommation, eh bien, les populations sont dans le désarroi total. C'est ce que note également le mandat à sa une ce matin. Sud Quotidien, on poursuit avec la première rencontre entre les présidents sénégalais Diomaye Faye et français Emmanuel Macron. La rupture en marche, titre Sud Quotidien à sa une ce matin, avec une photo, vous allez l'apercevoir dans un petit moment illustratif des deux hommes, hein, évidemment, en train de déjeuner et d'échanger véritablement. Je sais que vendredi, l'actualité a déjà été abordée sur ce plateau. Et stade pour finir la revue des titres de ce matin. On parle sport avec la Copa América. Après l'Argentine, le Brésil de Vinicius. Ce soir, donc, assure absolument. Et puis la natation également, pressentie au JO 2024, où Oumi Ousmane signe 2 records. On en reparle dans un petit moment dans la chronique de Ban. Et l'Euro à retenir ce soir, Italie-Croatie. Le choc couperé. Ce sera tout pour la revue des titres de ce matin. Merci à tous de l'avoir suivi. 6h53. Y a-t-il un sujet sur lequel vous souhaiterez revenir, messieurs? 2 minutes très rapidement. Je pense que... Non, on avance. Ça a été dit, le reste sera pris en charge par Aziz. Hein. Le sport, bien évidemment. Voilà. Allez, on avance donc. Chronique sport, juste après ceci. On va démarrer avec l'athlétisme. Avec Cheikh Tidiane Diouf, champion d'Afrique du 400 mètres. Une performance réalisée au 23e championnat d'Afrique qui se tient à Douala au Cameroun. Cheikh Tidiane Diouf a réalisé un chrono de 45,23. Nous allons suivre cet élément de Ibrahim Mboup. Il fait briller le Sénégal à Douala. Cheikh Tidiane Diouf décroche son premier titre de champion d'Afrique. La performance est d'autant plus retentissante que depuis 1996, aucun athlète sénégalais n'était monté sur la plus haute marche du podium du 400 mètres chez les hommes. À 29 ans, Cheikh Tidiane Diouf vit son moment de gloire sur le tour de piste. Il a réalisé un chrono de 45 secondes, 23. Suffisant pour le hisser au sommet du 400 mètres plat continental. À la 51e place du ranking mondial avant les championnats d'Afrique, Cheikh Tidiane Diouf va sûrement gagner des places, ce qui devrait lui permettre de se qualifier aux Jeux Olympiques de Paris. Au cas échéant, ce sera une performance de plus pour cet athlète qui a découvert la première discipline olympique sur le tard. Médaille d'or aux derniers Jeux de la francophonie, médaille de bronze aux Jeux africains d'Accra, Cheikh Tidiane Diouf s'offre l'or cette fois-ci, malgré un mal de dents qui l'a empêché de s'entraîner depuis son arrivée à Douala. À Cheikh Tidiane, peut-être a-t-il une chance de se qualifier pour les JO de Paris avec le On l'espère bien, hein, parce qu'il y a des tickets qui donc, vont permettre aux athlètes sénégalais de pouvoir se qualifier aux JO de Paris. Aujourd'hui, Cheikh Tidiane Diouf, il a fait une grosse performance, de permettre au Sénégal déjà de remporter ce 400 mètres-là, d'avoir cette médaille d'or-là, et puis de pouvoir aujourd'hui décrocher ce ticket-là pour aller. Il lui faudra encore 2 matchs pour pouvoir se qualifier au JO et rejoindre les autres qui sont déjà qualifiés. Je pense on a quand même beaucoup d'athlètes qui y vont. Hein. Oui, ça, c'est une bonne chose. Tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, l'athlétisme sénégalais doit revivre, doit retrouver son lustre d'antan. Je pense que c'est à travers ces qualifications-là, ces championnats d'Afrique-là, que l'on va y parvenir. Oui, ces championnats d'Afrique, il faut aussi dire que ça... Les conditions dans lesquelles sont les athlètes, ça aussi, il faut qu'on en parle. Sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup d'athlètes ont dénoncé cela. Il faut qu'on trouve un moyen de redorer le blason de ce championnat d'Afrique également, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un rendez-vous important pour l'athlétisme sur le continent. Très important, comme on le fait pour Paris, comme on le fait à Londres et dans d'autres pays, surtout en Europe. Aujourd'hui, c'est un peu comme la Coupe d'Afrique pour le football. Il est important de permettre à ces championnats d'Afrique-là de retrouver, comme je l'ai dit tout à l'heure, le retour d'antan. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas organiser ces championnats d'Afrique-là. J'ai vu un athlète camerounais qui a disputé sa course dans des conditions extrêmement difficiles, qui a terminé premier. Ça montre aujourd'hui que le talent qu'il y a autour de ces athlètes-là, mais également l'envie de ces jeunes-là à pouvoir faire monter très haut le drapeau de leur pays. Je pense que
le Sénégal, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, tous ces pays-là qui sont représentés au niveau de ces championnats d'Afrique-là méritent beaucoup plus d'attention, beaucoup plus de soutien pour permettre à ces athlètes-là de pouvoir développer cette discipline. Ça aussi, c'est le travail au niveau des différentes fédérations. Des directions techniques. Dans ce cas, on est au Cameroun. Bon, le Cameroun a organisé une belle CAN, mais là, pour le championnat d'athlétisme, ça peine quand même. Il faut peut-être revoir les choses pour que les athlètes soient dans de meilleures conditions. Vous n'avez jamais été tenté par l'athlétisme, non? Si, j'ai été pendant plusieurs années en France sponsor de la fédération d'athlétisme et notamment de beaucoup d'athlètes d'athlétisme. Le problème de fond, si vous voulez, moi, je suis dans le sport ici au Sénégal depuis maintenant bientôt 2 ans. C'est vrai qu'il y a un manque de moyens, il y a un manque pour l'instant de vision de ce que représente le sport. Et je pense qu'on est dans une nouvelle ère aujourd'hui. Donc, vous avez aujourd'hui des hommes au gouvernement qui ont décidé de changer un petit peu la donne, de changer les règles. Et pour aider toutes les fédérations d'athlétisme, il faut qu'elles-mêmes déjà cèdent et que le gouvernement, à un moment donné, puisse trouver les ressources nécessaires à travers les impôts, les taxes, etc., qui, jusqu'à présent, ne sont pas toujours recouvrés comme ils le devraient. Et à un moment, on va dans les priorités. La priorité, ça reste l'alimentation, la santé. C'est ça. Voilà. Donc, il y a un gros travail de fond à faire pour pouvoir aider après, effectivement, le sport ici au Sénégal. Oui. De manière générale, sur le continent également, il y a beaucoup à faire pour améliorer les choses en ce qui concerne le sport. Et l'athlétisme notamment dont on parlait tout à l'heure. Là, le sport maintenant, c'est le football féminin avec la CAN féminine qui est reportée. Comme chez les hommes, la CAN féminine a aussi été reportée. Elle devra se tenir du 5 au 26 juillet 2025. Un report qui risque de créer beaucoup de problèmes aux sélections. C'est l'avis de Seydine Irsek, chargé du foot féminin à la Fédération sénégalaise de football. Normalement, la CAN devait se faire cet été, mais depuis, la CAF n'a rien dit. C'est ça que nous déplorons parce qu'on ne savait pas trop sur quel pied danser. Et là, la CAF nous sort ça. Pour moi, c'est écœurant parce que c'est encore toute une année de préparation. En plus de cela, c'est une génération de perdus. Il y en a qui, peut-être dans un an, peut-être ne feront plus partie de l'équipe et ce sera dommage pour elles alors qu'elles ont qualifié l'équipe. Je pense qu'il y a beaucoup de paramètres qui sont là, qui font que voilà, on est un peu dégoûté, quoi. Maintenant, c'est le coach qui a du pain sur la planche parce que c'est tout un programme qui a été mis en place, qui est chamboulé. Et maintenant, il faudra se reprendre et puis essayer de voir quelle stratégie mettre en place pour être prête d'ici 1 an. L'autre aspect, on est en train de casser une dynamique. Lors de la CAN 2022, il y avait beaucoup d'engouement. Là, on va encore rester 3 ans pour faire encore une autre CAN. C'est pas normal, c'est pas normal. Franchement, c'est pas normal. C'est pas normal. Allez, retour en plateau. Elle a raison, c'est pas normal ce report-là. Ça ne concerne pas que les dames. Chez les hommes aussi, ça a été reporté. Là, on se retrouve en fin d'année, décembre-janvier, si je ne me trompe. Décembre 2025 et janvier 2026 pour la CAN chez les hommes. Mais en fait, cela remet au goût du jour cette déclaration de feu Pape Diouf, paix encore à son âme, quand il disait que la CAF est devenue aujourd'hui un pantin de la FIFA. C'est triste de le constater, mais c'est la vérité. Au regard des faits, la CAF est la seule confédération africaine, en tout cas, à repousser ces élections, ces grands événements. Ces grands événements, ces compétitions pour faire place à celles de la FIFA ou bien même de l'UEFA. C'est incroyable. C'est-à-dire en Afrique, vous êtes sur un continent où il y a peu de rendez-vous sportifs quand même de cette dimension. Au-delà du simple fait sportif, il y a tellement de brassage sur le plan social, la CAN, oui. Sur le plan politique même, ça crée quand même une certaine accalmie sur tout le continent. Donc il ne faudrait pas quand même que cette compétition-là soit dévoyée juste parce que tout simplement on veut faire plaisir à Infantino, qui n'a pas ce pouvoir au sein de l'UEFA, ni au sein même de la CONMEBOL. Pourtant, quand vous regardez le nombre de participants à la Copa América, mais elle est insignifiante par rapport aux grandes compétitions de la CAF. La CAF est aujourd'hui, je crois, la deuxième confédération sportive mondiale, après la confédération asiatique. Le niveau de jeu également. Le niveau de jeu. En fait, c'est un non-sens. À ce rythme, ils vont tuer le sport africain, surtout les sports collectifs. C'est arrivé au basket. Pendant des années, ils voulaient revoir la périodicité. Au lieu de la faire tous les 2 ans, maintenant que la CAN se déroule tous les 4 ans. On voit aujourd'hui les résultats. On ne voit plus nos joueurs.
Et puis, si vous avez la chance d'avoir une génération dorée, malheureusement, si elle ne profite pas d'une compétition dans l'immédiat, vous la perdez. Vous ne gagnerez pas de titre. C'est ce qui est arrivé au Sénégal. Même pour le foot féminin, et pour le foot féminin également, la même conséquence se fera sentir. Donc je pense que c'est aux Africains de se faire respecter, surtout à nos dirigeants, d'arrêter de penser que le sport, c'est surtout le business. Parce que c'est ce qu'on leur vend quand ils viennent ici en Afrique. Il n'y a pas que le business dans le sport. Il y a la passion. C'est ça. Et la passion, l'argent ne peut pas l'acheter. C'est ça. Ouais. Et tu parlais justement de ce sport qui permet de fédérer finalement toutes les passions. C'est important également parce que c'est un facteur à ne pas négliger quand on parle de paix sociale et quand on parle évidemment de tout ce qui touche au développement aussi. Parce que le sport, c'est également un moment, je veux dire, ces grands rendez-vous sont également des moments où l'économie tourne. Et donc, il ne faut pas négliger cela non plus. Donc, reporter la CAN féminine, c'est perdre des joueuses qui ne pourront pas faire le déplacement, malheureusement, pour beaucoup d'équipes. Et pour ces jeunes dames, pour le message, c'est pas bon. Sacrifier toute une génération. C'est pas bon. Et ils insultent notre intelligence, excusez-moi du terme, mais c'est un report d'une année. Quand vous dites... on est en juillet 2025. Non, je parle par exemple chez les hommes. On est en décembre 2025, janvier 2026. Vous avez reporté d'une année. Ils jouent sur un peu sur la symbolique des dates, mais c'est un report d'une année encore pour cette compétition. Alors que le calendrier a été déplacé pour faire plaisir encore, pour faire place nette à d'autres compétitions instaurées par la FIFA, la Coupe du Monde des clubs. Est-ce que la Coupe du Monde des clubs devrait avoir prendre le dessus une sur la certaine Coupe primauté d'Afrique des sur la Nations. Coupe d'Afrique des Nations, qui symbolise les nations? Je ne pense pas. Quand même. Je ne pense pas. Ouais. Bon, la CAN féminine est reportée. Le foot féminin, ici maintenant, avec la Coupe du Sénégal, cette fois-ci, l'affiche de la finale, elle est connue. Là, il n'y a pas de report. Hein. Non, il n'y a pas de report. La finale va opposer Diapo Olympique Club Jog de Guédiawaye aux Aigles de la Médina. Le club de Guédiawaye Jog a battu le Casa Sport à la séance de tir au but par 4-3, un but partout. À l'issue du temps réglementaire, les Aigles de la Médina, championnes de la saison écoulée, ont battu l'Union sportive des Parcelles Assainies sur le score de 2-0. On avance et cette fois-ci, on va parler de Teungueth FC qui a été fêté à Rufisque, les champions du Sénégal. Teungueth Football Club, champion du Sénégal, a reçu son trophée au stade Ngalandou Diouf de Rufisque. Le club rufisquois a remporté le titre de champion du Sénégal à l'issue de la saison. Une belle ambiance au stade de Ngalandou Diouf avec les supporters et toute la population de Rufisque pour fêter les champions. Fatoumata Savané était de la partie. Être champion du Sénégal, cela se fête. Les Rufisquois sont venus accompagner leur équipe pour ce moment glorieux pour leur club. On est heureux et comblé vu le parcours de notre équipe. On est fiers, on va les accompagner. Aujourd'hui, on est très content de notre sacre. Ce n'était pas facile, mais les joueurs ont été costauds tout au long du championnat. Nous sommes fiers. Du bonheur et de la fierté. Voilà notre ressenti. Tout Rufisque est très heureux de cette consécration. L'organisation de cette cérémonie de remise est une occasion pour la Ligue professionnelle de magnifier le déroulé du championnat, mais aussi de féliciter tous les acteurs. Ils ont dominé le championnat du début jusqu'à la fin et ils ont mérité leur sacre. Teungueth est un beau champion et aujourd'hui, c'est la DER. Et nous sommes venus pour consacrer Teungueth, qui n'est pas à sa première. C'est la deuxième fois qu'ils sont champions de la Ligue sénégalaise de football professionnel. Ils sont allés en Afrique 2 fois, ils vont y aller encore une 3e fois. Teungueth FC, un club qui a intégré la Ligue professionnelle en 2014-2015, est désormais un des clubs phares du pays. Son président affiche sa fierté. Dire merci à tout le monde, dire Alhamdulillah, dire merci à toute la population sénégalaise, aux Rufisquois, à tous les gens. Parce que c'était difficile. On a démarré une saison au mois de juin, de recrutement comme toutes les équipes. Donc sur 14 équipes, si Dieu vous donne le trophée, il y a du travail, mais il faut être reconnaissant et savoir que le plus dur commence. Tout le monde nous attend, ça va être encore plus dur, chaque année c'est encore plus dur. Mais ça c'est un état d'esprit qu'il faut inculquer. Et c'est une fierté pour les jeunes qui sont là, qui s'épanouissent.
et on aura une belle fête. Je suis juste heureux, mais tout le mérite revient à mes coéquipiers. Toutes les équipes voulaient être championnes à la fin, mais c'est nous qui avons ce privilège. La fête a été belle et les supporters ont eu également leur moment de communier avec les nouveaux champions du Sénégal. Ah, le week-end était à la fête à Rufisque. Hein. Félicitations encore une fois à Teungueth FC, champion du Sénégal. Le foot pour finir cette fois-ci avec l'Euro 2024. Croatie-Italie à 19h aujourd'hui. Un match à suivre sur la RTS à partir de 19h. La Croatie va faire face donc à l'Italie. Les Italiens sont deuxième au classement avec 3 points et vont rencontrer le dernier de la poule, la Croatie, qui a besoin de gagner après son match nul lors de la deuxième journée. Et puis les résultats hier, la Suisse et l'Allemagne ont fait match nul, un but partout. La Hongrie qui bat l'Écosse 1-0. L'Allemagne est en tête avec 7 points, suivi de la Suisse 5 points. La Hongrie est troisième avec 3 points. L'Écosse est dernière avec 1 point et donc éliminée. Comme toujours. Qu'est-ce que j'ai dit? Tu as dit comme toujours. Ils sont toujours là pour amuser la galerie, quoi. Apporter du bonheur, voilà, de la jovialité. Mais sur le plan sportif, c'est toujours zéro, quoi. Les Écossais. Mais ils ont un flegme extraordinaire, un mental. Vous pouvez leur mettre un carton. Ils sortiront du stade avec une champagne, voilà, la bière à la main, là, et puis ils vont chanter. Pour faire la fête, quoi. Pour faire la fête. C'est un état d'esprit. Ah oui, c'est une façon de vivre, une philosophie de vie, absolument. Et je crois que c'est ça le bonheur, quelque part, finalement. D'une phase de poule, hein, depuis des années. Ça viendra peut-être, qui sait. Et puis, merci beaucoup, mon cher Abdulaziz Ban. Rappelez que certains de ces matchs sont diffusés en direct sur nos antennes, soit sur la 1, soit sur la 2, c'est ça? Tout à fait. Très bien. 7h09, bienvenue si vous nous rejoignez juste à l'instant. On avance sur le conducteur, on passe à la rubrique invité juste après ceci. Et pour répondre à nos questions ce matin dans cette première partie, Babacar Gaye, merci encore une fois d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste, formateur, vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. Merci d'être sur le plateau de la matinale. Ce matin, actualité oblige, la baisse des prix des denrées de première nécessité. On va analyser tout ça. Est-ce que ça peut tenir dans la durée et quel impact finalement sur notre économie? En tout cas, ça a été un week-end réjouissant pour beaucoup de Sénégalais, surtout pour les grands consommateurs de pain, que sont nos cousins et cousines sérères. Ils ont sauté au plafond à l'annonce donc des tout nouveaux prix. 150 francs maintenant la baguette, mais on sait qu'en finance, même si c'est 5 francs, à l'échelle nationale, quand même, ça peut être une enveloppe assez lourde pour le trésor public. Et d'ailleurs, dans un contexte marqué quand même par des difficultés de trésorerie, est-ce réaliste pour le nouveau pouvoir, selon vous, en votre qualité d'économiste, de faire l'annonce de telle baisse, Monsieur Gaye? Merci beaucoup à vous, Monsieur Kane, merci à Monsieur Ban, et Sarah aussi, merci à vous. Et mes bonjours, donc mon bonjour à M. Favre, qui je l'ai connu à travers les stories de coach Diaz. Oui, exactement. Coach Diaz, donc il met tout le temps en statut, donc c'est par là que j'ai connu donc M. Eric. Mais par rapport maintenant à la baisse annoncée donc sur les prix de première denrées, je pense bien qu'il faut d'abord comprendre le concept, le contexte d'abord. Tout d'abord, je tenais à féliciter les nouvelles autorités donc pour cet courage qu'ils ont eu à faire baisser carrément les prix. Ce n'était pas évident du tout. Par exemple, pour l'avis d'un économiste, nous, on préférait que l'État puisse laisser la pression aux Sénégalais de supporter les prix. Parce que nous sommes dans une période de conjoncture mondiale. Les ressources se font rares dans le monde actuel. On a connu donc la guerre russo-ukraine, on a connu donc la Covid-19. Donc tout ça a effondré pas mal d'économies. Donc si aujourd'hui les nouvelles autorités pensent à lever maintenant cette coude au niveau donc, des Sénégalais, on ne peut que s'en féliciter et de les encourager encore une fois de plus. Mais il faut comprendre qu'ils ont été vraiment ingénieux la manière dont ils ont procédé. D'abord, ils ont anticipé sur la baisse parce qu'ils ont agi sur ce qu'on appelle les engrais d'abord. Parce qu'il faut comprendre quelles sont les denrées qui tirent l'inflation.
Donc, ce sont les matières, ce sont les produits du primaire, ce sont les produits aussi alimentaires. Et si vous impactez sur le niveau de l'engrais, vous impactez d'office sur le prix. Donc, c'est un processus quand même. Il faudrait comprendre qu'ils ont anticipé l'inflation en baissant carrément les engrais. Et l'autre phénomène, c'est par rapport à l'enveloppe de l'État que l'État a dégainé. Aujourd'hui, on parle de 53 milliards de subventions que l'État a eu à supporter pour faire face maintenant à cette baisse-là. Donc, c'est quelque chose sur le plan macro qui est carrément significatif, mais sur le plan micro, on ne sent pas nettement ça au niveau de la bourse donc, du Sénégalais. Raison pour laquelle ce serait intéressant d'agir un peu sur ce qu'on appelle le ciblage. Parce que l'État devrait quand même cibler, parce que l'État ne pouvait ne pas supporter 53 milliards de francs CFA. Parce qu'on a dit que les prix, ça dit que les produits qui tirent l'inflation sont les produits tirés du primaire et éventuellement des produits alimentaires. Donc si l'État avait fait une très bonne ciblage, donc je pense qu'il n'aurait pas à supporter les 53 milliards de francs CFA qu'il est en train de supporter. Aujourd'hui, on sait que bien vrai que les nouvelles autorités n'ont pas trop communiqué sur comment ils vont supporter les 53 milliards. Parce que moi, je l'ai toujours dit. C'est la grande équation. Moi, je l'ai toujours dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, si l'État vous donne 53 milliards avec la main droite, forcément, on va récupérer ça quelque part par la main gauche. Forcément. Avec, par exemple, une bonne exploitation de l'assiette foncière, de l'assiette fiscale, par exemple, aujourd'hui au Sénégal. On sait que la fiscalité, quand même, de recouvrement, il est très faible. Il est très faible. Et l'État pourrait agir. Oui, et là aussi, c'est un réel problème. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les nouvelles autorités aussi ont cette mentalité de financier. Alors qu'un économiste ne voit pas l'entrée d'argent, mais lui, il voit les impacts que la chose a au niveau des populations. Aujourd'hui, quand j'entends un peu les Sénégalais parler, c'est comme si la fiscalité pouvait régler notre problème. C'est comme si les recettes fiscales vont régler tous les problèmes des Sénégalais. Ça peut nous permettre de souffler. Oui, ça peut nous permettre de souffler. Parce que cet argent-là est recouvré. Oui. Ça permettait à moi, j'ai beaucoup aimé le discours du Premier ministre Ousmane Sonko en disant que minimiser les impôts pour recouvrir le maximum d'impôts, ça serait intéressant. C'est ça qui est important aujourd'hui. Si vous demandez à une personne de payer une somme colossale, elle ne va pas la payer. N'est-ce pas? Mais si vous la demandez de payer une petite somme là, forcément cette personne va payer cette somme. Moi j'ai toujours dit, le Sénégalais n'a pas un problème de payer l'impôt, mais nous avons un problème de communication fiscale. Parce qu'aujourd'hui, si le Sénégalais ne sent pas là où il met son argent, donc il n'est pas motivé davantage à payer l'impôt. C'est ça. Donc c'est ça réellement le problème. Oui. Et les gouvernements qui sont passés, les régimes qui sont passés, on n'a pas senti une redistribution de ce que nous payons dans notre économie et dans notre quotidien. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse accentuer la communication fiscale, qu'on puisse dire aux Sénégalais, si vous payez l'impôt, aujourd'hui, on peut carrément refaire les infrastructures routières, ce qui va vous permettre d'acheminer facilement vos marchandises et qui va amoindrir les coûts donc, sur vos marchandises. Et ça va vous permettre d'écouler facilement vos marchandises. Donc moi, je pense que c'est là où on devait mettre l'accent concernant donc cette communication fiscale. Mais pour revenir maintenant à la baisse des prix, tout à l'heure, je parlais, une fois avoir félicité les nouvelles autorités sur cette capacité quand même, cette audace de vouloir baisser les prix, bien vrai que nous, en économie, on n'est pas trop d'avis. Parce que ce qui était l'idéal, c'était de permettre à la population de supporter cette pression-là qu'on est en train de vivre. Parce qu'aujourd'hui, ils ont pris des mesures sur le plan macro, c'est extraordinaire, mais sur le plan micro, on ne le sent pas. Et l'autre phénomène, c'est qu'aujourd'hui, on a baissé le prix du pain, de la baguette de pain. Mais moi, par exemple, je n'ai pas un problème d'acheter un pain à 200 francs. Je n'ai pas ce problème peut-être. Vous, Ban, vous n'avez pas ce problème. Anim Badra n'a pas ce problème. Mais les Sérères ont ce problème. Oui, vous voyez. Mais si vous avez une grande famille, une famille élargie à la sénégalaise, là, ça va être... Même si vous êtes fonctionnaire, même si vous avez un salaire quand même régulier. C'est ça. Mais il y a un Sénégalais qui a un sérieux problème de payer une baguette à 100 francs. C'est vrai. Raison pour laquelle la question du ciblage est importante. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on puisse voir comment cibler. Qu'on puisse voir maintenant les ménages vulnérables, ce qui est réellement. Quand vous voyez les prix qu'on a, les denrées qu'on a diminuées, vous ne voyez pas l'oignon dedans. Oui. Et pourquoi on ne voit pas l'oignon dedans? Parce que d'après les enquêtes que l'ANSD a eu à effectuer, on a vu qu'au Sénégal, l'oignon est consommé en majorité par les familles riches. Les familles pauvres ne consomment pas trop l'oignon.
Vous voyez un peu. Donc, sur les autres produits que vous voyez, qu'on a eu à diminuer, c'est pratiquement le riz, l'huile, le sucre, etc. Le pain, oui. Donc, c'est une consommation que les familles pauvres ont tendance à consommer. Donc, vous trouvez que sur cette annonce de baisse, le ciblage, il a été bon? Bon, pour on aurait pu faire mieux. Oui, on aurait pu faire mieux. Parce que pour l'instant, ils n'ont pas trop avancé sur le ciblage. Mais je vais revenir un peu sur les pourcentages. Vous voyez, il y a 53% des familles pauvres, les familles pauvres affectent leurs revenus à des consommations alimentaires. Là où il y en a que 44% des familles riches qui affectent leurs revenus concernant les produits alimentaires. Donc vous voyez, les familles pauvres consomment beaucoup plus que les familles, riches. Donc là, c'est un réel problème. Donc il faudrait qu'on puisse voir maintenant, au niveau de ces 53%, comment faire un bon ciblage. Aujourd'hui, il y a un registre qui existe, ce qu'on appelle le registre... La RNU, le RNU, le registre national unique voilà. N'est-ce pas? Et au niveau du projet, qui est aujourd'hui notre politique de référence économique, il y a ce qu'on appelle ce programme de protection sociale. Donc, il faudrait mettre en liaison ces deux choses-là et essayer de voir comment faire le ciblage. Ce ciblage-là permettrait à l'État de diminuer même cette enveloppe-là. N'est-ce pas? Il y a des mécanismes que l'État pouvait faire. Et l'autre événement essentiel, quand vous parlez de subventions, vous savez que la subvention peut être une mauvaise information ou une mauvaise image par rapport à un investisseur. Parce que si l'investisseur voit qu'aujourd'hui le riz est subventionné, lui, dans sa tête, il va se dire maintenant, ce produit-là est tellement consommé par les Sénégalais, mais pourquoi c'est subventionné? Donc, ce n'est pas rentable sur le plan commercial. Donc, je ne vais pas venir investir au niveau du riz. Donc, l'État va continuer à subventionner le riz, alors que l'investisseur ne va pas venir investir dans ce produit-là. Donc, il faudrait qu'on puisse trouver des mécanismes permettant à l'État de ne pas subvenir, de ne pas faire une subvention sur le long terme, ce qu'on appelle la soutenabilité de ces subventions-là. La soutenabilité, bien sûr. Et ça me permet de rebondir justement sur ma question. Vous parlez de soutenabilité. Est-ce que justement ces mesures peuvent tenir dans la durée? Parce que ce n'est pas la première baisse. Il y a eu d'autres annonces de baisse sur les prix des denrées de première nécessité. Certains l'ont respecté pendant un temps. Après, il n'y a pas eu de suivi. Est-ce que les annonces qui ont été faites cette fois-ci, est-ce que vous pensez que ça peut tenir dans la durée? Bon, tout dépend maintenant. Si le ministre nous parle un peu de comment il compte faire ce ciblage-là, ça peut durer dans le temps. Mais si on veut continuer comme ça, au niveau de la masse globale, aujourd'hui, quand on fait la réduction, c'est pour tous les Sénégalais. Mais un Sénégalais qui a les moyens de s'offrir donc un certain nombre de biens, qui ne sent même pas qu'il y a une réduction ou pas, donc je pense que la subvention ne va pas durer dans le temps. Parce que l'État, quoi qu'on puisse dire, a besoin de nouvelles ressources pour fonctionner. L'État a besoin donc de ressources pour pouvoir faire face à un certain nombre de dépenses. Aujourd'hui, l'État perd, entre guillemets, j'ai bien dit, 53 milliards. Mais 53 milliards sur le compte de l'État, c'est énorme, n'est-ce pas? Donc, ce que je pense, aujourd'hui, il faudrait qu'on puisse mettre en place un très bon ciblage, comme j'ai dit tantôt. Qu'on puisse mettre une politique de protection sociale, arrimer à ce qu'on appelle ce registre national unique, qui va permettre à l'État de cibler. Comment on va le faire? On peut le faire sous forme de bons d'achat. C'est-à-dire, on peut le faire sous forme de bons d'achat. Là, c'est un peu le modèle socialiste, quoi. Je dirais même communiste. Oui, c'est ça. Dans une économie libérale, c'est bien. Est-ce que c'est réaliste, ça? Oui, l'État a trois fonctions essentielles. Il y a la fonction régalienne, donc qui s'occupe un peu de ce qu'on appelle la sécurité et autres. Il y a cette fonction de régulation sur le marché pour voir que le marché est bien régulé. Mais aussi il y a une fonction de redistribution. Donc il faudrait que l'État puisse jouer ces trois fonctions essentielles. La fonction de redistribution va permettre à l'État de dire aux gens qui ont les moyens de payer pour les gens qui sont pauvres. Et c'est ça une fonction de redistribution. Donc si aujourd'hui, moi, on me dit, Babacar, vous avez la capacité avec la famille pauvre, donc avec une famille pauvre, de payer le même montant pour une miche de pain, alors que moi, je perçois à la fin de chaque mois mon salaire, qui est énorme, entre guillemets, j'ai bien dit, et que l'autre Sénégalais n'a même pas de quoi s'offrir une baguette de pain. Donc, c'est déséquilibré. Il faudrait qu'on puisse, il faudrait qu'on puisse essayer de voir ce ciblage maintenant. Comment on va essayer de le faire? Par des bons d'achat, par exemple. Par des bons d'achat. Et certains ont parlé de boutiques témoins également. Le retour même de Sonadis. C'est ça. On a théorisé.
Est-ce que ça peut changer les choses, par exemple? Oui, en fait, ça entre même dans ce mécanisme même de surveillance donc, des prix. Parce qu'aujourd'hui, si l'État décide de baisser les prix, il y a certains consommateurs, certains vendeurs, autant bons commerçants, qui ne vont pas accepter de faire baisser. Aujourd'hui, on a vu donc le cas avec les meuniers qui refusent carrément la baisse. Donc ça va être difficile dans les boulangeries. Oui, ça va être difficile dans les boulangeries. Et là aussi, ça fait appel à ce qu'on appelle à l'État de vérifier ce qu'on appelle les chaînes de valeur. Parce que pour moi, c'est inadmissible dans un pays qu'une seule personne puisse gérer toute une chaîne de valeur. Oui. Et donc cette personne a en quelque sorte ce pouvoir, ce monopole donc, de dire je vais baisser ou je ne vais pas baisser. C'est le cas aujourd'hui de la farine. Donc, avec les grands moulins de Dakar. Avec le grand moulin de Dakar. Aujourd'hui, le principal importateur de levure qui est un élément essentiel pour la fabrication donc, du pain, c'est lui en même temps aussi qui est un boulanger. Vous voyez un peu. Donc si lui décide de dire qu'aujourd'hui le prix du levure a augmenté et je ne peux pas faire baisser carrément comment dirais-je, la baguette de pain, l'État ne peut rien y faire. Parce qu'il dit que ça fait partie des intrants. Et l'État aussi devait mettre en place des mécanismes de stockage. C'est-à-dire savoir maintenant quel est le stock actuel disponible pour qu'il puisse maîtriser carrément le marché. Et je pense que l'État a perdu un peu la main sur cette comme l'oignon, par exemple. Comme l'oignon et pas mal denrées. Donc je pense que ce sont ces éléments-là qui permettront à l'État de pouvoir surveiller carrément l'évolution des prix donc, sur le marché. Donc si je comprends bien, donc, vous théorisez une certaine renationalisation des pans importants de notre économie. Évidemment. Pour être à l'abri de telles fluctuations du marché. Évidemment, il le faut, vraiment. Il le faut. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Gaï. Ça fait un plaisir. C'est très intéressant, mais on est rattrapé par le temps. Quand c'est intéressant comme ça, on ne voit pas les minutes passer. Oui, merci vraiment pour vos éclairages ce matin. 7h23. Je préciser aussi que je lance un appel aussi aux autorités en disant que moi, je l'ai dit tantôt au cabinet Gaï Associé Consulting, il faudrait que les jeunes Sénégalais puissent être une force de proposition. Qu'on puisse ne pas être au niveau donc, de l'aspect critique. Aujourd'hui, le Sénégal a besoin qu'on puisse accompagner les nouvelles autorités. C'est ça. Et moi, je l'ai dit aux gars avec qui je travaille, que nous allons vers des propositions de solutions. Et à l'État de voir maintenant, est-ce qu'ils vont prendre nos propositions? Parce que sur le plan même de ces denrées-là, on a essayé de travailler sur un certain nombre de mécanismes de ciblage qui va permettre à l'État de surveiller donc l'évolution des prix. Très bien. Et ça, c'est important aussi. Merci beaucoup pour votre engagement. On poursuit avec notre deuxième invité, 7h24. On enchaîne donc. Et on va parler maintenant santé et sport. Tout est lié parce que le premier médicament, comme on dit, c'est dans l'assiette. C'est ce que nous mangeons, c'est l'alimentation, c'est la nourriture, avant même qu'on ne parle de sport, bien évidemment. Eric Favre répond à nos questions juste après ceci. Mais la première on enchaîne, ça ne vient pas. Bon, allez, vous êtes organisateur du festival Eric Favre. Sport santé. Mais je pense que tu l'as un peu esquissé dans la présentation, juste à la suite de la présentation de l'invité. J'aurais bien aimé, moi, encore une fois, qu'il puisse revenir sur son attachement pour le Sénégal. Eric Favre, vous connaissez beaucoup plus présent du côté ivoirien. Mais vous avez tellement d'activités, machallah, ici au Sénégal. Vous touchez à tout, surtout dans le domaine sportif. Vous êtes aussi conseiller, préparateur de pas mal de nos sportifs. Qu'est-ce qui lie autant Eric Favre à notre pays, le Sénégal? Tout simplement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon souhait de me poser quelque part, de créer une plateforme donc, pour le continent africain. Je me sens bien à Dakar, ça ne s'explique pas. J'aime sa population, j'aime sa culture, j'aime le climat. Voilà, donc à un moment, il fallait bien se poser quelque part. Et j'ai décidé de me poser à Dakar, où j'ai été très bien adopté. Franchement, c'est la première fois de ma vie d'entrepreneur, de plus de 30 ans d'entrepreneur, où des gens me disent merci, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui me donne, avec beaucoup d'humilité, de la force, parce que je me dis, voilà, j'ai l'impression de servir à quelque chose, ce qui n'est pas toujours évident l'autre côté du continent. Et puis, à un moment, il faut faire un focus et prendre son destin en main et puis commencer à construire à partir d'une base. Donc cette base, elle est là aujourd'hui au Sénégal. Et je suis motivé en plus par tout ce qui se passe sur le plan géopolitique, économique, etc. sur le continent africain, parce que j'y crois. Et quand on a la foi dans ce que l'on fait, je pense qu'on a la capacité d'emmener d'autres personnes avec soi et de les aider, de les soutenir.
Et tout simplement, donc j'ai décidé d'investir toutes les années que j'ai passées sur un autre continent, les gains, la vente de mon groupe, j'ai décidé de l'investir avec conviction ici au Sénégal, ce que je fais depuis 1 an et demi, comme vous l'avez vu, même si on me traite de fou. Voilà. En tout cas, un fou qui fait des erreurs au Sénégal au regard de vos nombreux investissements, surtout dans le domaine sportif. Pourquoi le sport? Est-ce à dire que c'est un terreau extrêmement fertile, très fécond dans notre pays? Avant tout, c'est un domaine que je connais très bien, puisque ça fait 35 ans que je suis dans le sport et la santé. Et j'ai commencé notamment dans la santé. Et on est présent aujourd'hui, mon groupe est présent dans 72 pays, dans 12 000 pharmacies en France, dans tous les clubs de sport en France. Donc c'est un domaine dont j'ai une expertise quand même assez importante. J'ai organisé beaucoup d'événements dans le monde entier, que ce soit à Dubaï, à Madagascar, à Maurice, à Montréal, en France. Donc je fais ce que je sais faire et je m'engage dans ce que je sais faire et dans les événements et dans les actions dans lesquelles je pense avoir une maîtrise, même si c'est très compliqué ici au Sénégal pour les raisons que vous avez évoquées tout à l'heure, c'est-à-dire que ici tout est imparfait, tout est à moitié fait, tout est à faire, tout est à faire. Et il faut beaucoup de courage, franchement, beaucoup de courage. C'est pour des entrepreneurs aujourd'hui qui veulent travailler loyalement, avec de l'honneur, en payant ses impôts, en payant ses taxes. Parce qu'aujourd'hui, le problème que vous avez ici au Sénégal, c'est qu'il y a 3/4, c'est de l'informel, de la corruption, même dans le sponsoring. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, tous les événements que l'on a, on n'a presque pas de sponsors parce qu'on n'accepte pas des compromis de sponsoring où on vous donne 100 et que vous redonnez 40 dedans, ça ne m'intéresse pas. Parce que je pense qu'effectivement, on doit être une inspiration, on doit être un exemple si on veut changer les choses. Et à un moment, je pense que... moi, je ne fais absolument pas de politique, que ce soit bien clair, pas de politique. Mais j'apprécie... On aime bien entendre des vérités sur ce plateau, allez-y. J'apprécie les hommes. Et j'ai vu la détermination de Sonko, la détermination que ce gouvernement a eue par des périodes où ils sont passés qui étaient extrêmement compliquées. Et ils ont eu beaucoup de persévérance et ils ont été au bout de ce qu'ils avaient comme idée pour le pays. Et c'est pas simple. Et j'entends tout ce qu'on dit, mais comment voulez-vous qu'en 3 mois, on affine des choses au millimètre? Donc c'est un peu dans cet engagement que je me suis mis, avec lucidité. C'est très dur. Je ne suis pas venu prendre des choses ici. C'est vraiment le message. Je suis venu donner de mon temps, donner de mon expérience, investir et donner le meilleur de nous-mêmes. Et tous les jours, avec mes équipes, j'essaye de les mettre là-dedans, qu'ils soient à l'heure au travail, qu'ils ont un bon salaire, mais derrière faire le boulot. Et c'est comme ça que peut naître des événements comme le festival Erika Sport et Santé, qui est énorme. C'est colossal. C'est une première dans la dimension où il va être. Aziz, pour vous, les sportifs, ça c'est un rendez-vous par rapport, oui. Comment ça va se passer pour ce festival-là? Je pense que c'est une première pour le Sénégal. Aujourd'hui, est-ce que tous les sportifs vont prendre part à ce festival-là? Alors, il y a beaucoup de... Vous savez, il y a plus de 70 associations sportives ici au Sénégal. C'est le premier. Donc, vous savez, quand on est au début, quand les gens ne connaissent pas, il faut petit à petit... les gens ont besoin de voir la première fois. Donc, on a beaucoup d'associations qui nous suivent. Ça va du ping-pong, du tir à l'arc, du kickboxing, du taekwondo, qu'on a aidé pour les sélections d'ailleurs mondiales. On a l'aïkido, le bras de fer, le powerlifting. On fait venir l'homme le plus fort de France. Il va y avoir du tir au but, il va y avoir du lancer franc. Voilà, ça va être vraiment un festival très, très important et qui va permettre de mettre à la portée du grand public une meilleure compréhension des disciplines sportives qu'on trouve en Afrique. On parle tout le temps du foot, du basket, de la lutte, mais il y a plein d'autres disciplines sportives qui sont internationales, voire pour certaines olympiques, où ici au Sénégal, on ne fait pas la différence entre le kickboxing, le muay thai, l'aïkido. Donc il y a une vraie pédagogie à mettre en place, et cette pédagogie, elle doit se faire de manière ludique. Pourquoi? Parce qu'on s'adresse à une clientèle qui est jeune. C'est la jeunesse africaine. Et cette jeunesse africaine, elle a besoin de se raccrocher à quelque chose, à avoir de l'espoir. Et c'est générateur également
au-delà du sport et la santé, c'est générateur aussi d'économie, puisque le sport, c'est des coachs, c'est des organisateurs, c'est des associations. Voilà. Il y a toute une économie Tout autour un du ensemble. sport. Et c'est le drapeau sénégalais. Je veux dire, voilà, moi, j'étais dimanche là, au Wrestling Beach. Ah oui, on a eu quand même 10 médailles, dont 6 médailles d'or. Oui. C'est une discipline qui est en passe de devenir olympique. Mais le Sénégal, vous avez des talents qui sont inouïs. Mais il faut prendre le temps et puis investir. J'ai investi pratiquement pas loin de 2 milliards depuis 1 an et demi, sans retour sur investissement. C'est pour ça qu'on me dit que je suis fou. Mais parce que si on veut travailler, il faut travailler sur du moyen et du long terme. C'est impossible de travailler sur du court terme. C'est ça. Et je ne suis pas venu ici comme un mécène. Je suis pas venu là. Je suis venu avec un but entrepreneurial et de faire les bonnes choses. Parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est ce que j'ai travaillé dans mon métier d'entrepreneur les années passées. Mais aujourd'hui, ce que je crée, c'est un cercle vertueux pour se donner les moyens, à travers ce que l'on fait, pour pouvoir aider les athlètes sénégalais. Le programme de ce festival sur 3 jours 3 jours, premier jour, donc vendredi 5 juillet, il y aura ouverture officielle. Donc on a la chance aujourd'hui et la fierté d'avoir le ministère des Sports et le ministère de la Santé qui co-organisent avec nous, qui nous soutiennent. Donc on aura les premiers événements de fitness, puisqu'on a tout le monde du fitness aujourd'hui qui va, pendant les 2 jours et demi, faire des setups de fitness où le public sera ici avec tous nos leaders, dont Diaz, comme monsieur parlait tout à l'heure, mais on a bien d'autres coachs. On a tous les événements de kickboxing, où il y a les 14 régions du Sénégal qui seront présentes pour faire des démonstrations et des compétitions de kickboxing. On a l'homme le plus fort de France qui viendra avec la fédération de powerlifting pour pouvoir les accompagner avec la volonté de monter l'association de strongman d'ici la fin de l'année. Donc ça, voilà. Il y a pour le grand public le tir au but, il y aura des baby-foot, il y aura du ping-pong, il y a du tir à l'arc. Voilà, ça va vraiment être une fête sur le plan du sport. Et on a l'association TICAM et d'autres associations santé qui seront là pour faire la prévention santé, qui est extrêmement importante. Et effectivement, quand vous parlez du Covid, on ne va pas aller dans l'automédication, parce que ça, c'est le domaine du médical et de la pharmacie, mais on va aller dans la prévention. Et la prévention, ça passe par une bonne alimentation, ça passe par bouger, et ça passe par une alimentation de prévention, c'est-à-dire renforcer son système immunitaire pour pouvoir permettre à son système immunitaire de lutter contre les agressions extérieures. Donc ce festival, le samedi après, pendant toute la journée, va se dérouler des événements d'aïkido, de taekwondo. Ça va être très important. Et le soir, vous avez 4 grands combats. Il y aura Albouri contre Lamine Sen, donc dans ce qu'on appelle l'African Fight. Ça sera sur les règles du MMA, sans être du MMA. C'est une exhibition. C'est pour faire comprendre un petit peu aussi qu'est-ce que le MMA, mais on n'est pas en compétition. Il y a des compétitions de kickboxing avec Boussiteux et Songotin. Donc Boussiteux est en préparation en ce moment à Abidjan, il souffre énormément. Ouais, on voit les vidéos, il souffre énormément. Oui, mais franchement, je suis très fier de lui parce que c'est un garçon qui fait souvent rire. Qui en veut. Mais là, il en veut, et je peux vous dire qu'en 3 semaines, c'est très court. Tout à fait. On a fait le maximum de ce qu'on pouvait, donc contre Songotin. Et puis on a Tafsir, qui est un jeune espoir donc sénégalais, qui a beaucoup de talent et qui a beaucoup d'avenir devant lui, qui va lutter donc contre un Ivoirien. Et puis le soir, on a également Ngaka, et puis on est en train de discuter avec des gens comme Vigie, d'autres, pour pouvoir avoir la partie festive. Très bien. Et le lendemain matin, pour finir, relaxation, santé, nutrition, voilà, il y aura dimanche. tout ce qui est... Et ça. le dimanche, surtout, une grande randonnée avec, on attend plus de 5000 randonneurs sur le thème sport et santé, qui iront de la Renaissance à la place du souvenir. Et on bouclera, et on finira, par un face-à-face Citeux-Modelot, pour le titre Roi des Arènes, puisqu'on a une collaboration avec le promoteur Jambar, qui nous a fait confiance et qui nous a fait l'honneur de nous confier avec lui en partenariat ce face-à-face lors de la clôture du festival. Très bien. Un week-end vraiment sportif. Ce sera à la place du souvenir. Je ne sais pas si je peux placer une question. Il est 7h35. Bon, c'est sur l'économie du sport, hein, mais bon, c'était juste pour trouver, voilà. Mais il n'y a pas de souci. Le lien entre les deux. Voilà, entre les deux, un parce peu que je vois que... avec le clip du jour. On revient dans un petit moment. Restez avec nous. Voilà, c'est ça. L'économie du sport, à la suite de l'intervention de notre deuxième invité, Eric, on voit qu'il y a beaucoup d'opportunités au Sénégal, mais malheureusement, elles ne sont pas bien fructifiées par les responsables, en tout cas, de notre sport. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous y croyez, vous, à l'économie du sport?
Oui, évidemment, l'économie du sport aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, le sport peut être un levier de développement économique. Vous savez, un pays d'abord, c'est une vitrine. Donc, et le sport, il n'y a pas mieux vitrine que le sport. Aujourd'hui, si on connaît le Sénégal, c'est à travers nos internationaux. Donc, comme Sadio Mané, quand on parle de Sadio Mané, automatiquement, on pense directement à ce qu'on appelle le Sénégal. Quand vous voyez donc au niveau des Paris Saint-Germain, donc avec le Rwanda qui a sponsorisé le club, Visit Rwanda, aujourd'hui, ça attire les investisseurs. Et quand on parle d'investisseurs, on parle aussi d'opportunités, n'est-ce pas? Et quand on parle d'opportunités, il y a des capitaux qui vont entrer et qui vont créer des emplois. Je l'ai toujours dit, l'État n'a pas pour vocation la création d'emplois, mais d'assainir le milieu pour que les investisseurs puissent entrer et y créer des emplois, et accompagner ce secteur privé-là. Et c'est le secteur privé qui crée des emplois. Et aujourd'hui, si on se voit nettement que dans un pays, il y a ce qu'on appelle la stabilité sociale, et comme l'a dit Eric, aujourd'hui, les sports fédèrent. Donc, quand les sports fédèrent, il y a une stabilité sociale qui s'impose. Tout à l'heure, quand on a vu donc, le Tenguet FC, donc, au niveau des Grandés, donc c'était l'ambiance. La fusion. La fusion. Tout à fait. Aujourd'hui, donc, toutes les grandes nations sportives, vous voyez qu'il y a une stabilité sociale qui règne là-bas. Il y a une souveraineté sportive, c'est ça aussi. Et on ça parle aussi, de souveraineté alimentaire, oui. mais il faut la souveraineté sportive. Pour une raison simple, c'est que quand il y a des gros événements, comme on n'a pas les structures forcément organisées ici en interne, on fait appel à des structures internationales. Et ces structures internationales, elles viennent ici avant tout pour gagner de l'argent. C'est sûr. Et tout ça, ça fausse en fait les données. Donc moi, je me bagarre aujourd'hui, c'est pour avoir la souveraineté dans nos organisations, dans le suivi, dans la préparation physique. C'est un gros enjeu, mais c'est un enjeu qui est national et il faut cette souveraineté. Autrement, on n'y arrivera pas. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Sur les JOJ 2026, il faut se préparer à tout cela, sinon c'est les autres qui vont venir organiser pour nous. Parce que vous allez avoir un report. Et qui vont repartir. Hein. Ah oui? Bon, non, 7h40. C'est un risque. Le bulletin d'info. Toumane nous rejoint dans un petit moment sur le plateau pour la chronique tendance. Babacar Gaye, merci beaucoup. À tout de suite. Allez, retour en plateau. Vous êtes en direct sur la Une et vous suivez votre matinale. Toumane nous a rejoint en plateau entre-temps. Bonjour, bienvenue. Bonjour Sarah. Comment vas-tu, ton week-end? Ça va, alhamdoulilah, et vous? Comment la vie vous traite? Écoute, plutôt bien en ce moment. Ça va, on ne va pas se plaindre. Vous restez dans la positivité, même s'il y a des difficultés par-ci et par-là. Ce matin, tu nous proposes de parler de la collection Torodo de la Maison Kébé, c'est ça? Tout à fait. C'est le fils de El Hadj Kébé, styliste. Alors, il s'agit d'héritage, plus ou moins. Je vais vous laisser on va regarder l'élément, on va suivre cela. Et puis ensuite, on revient sur le plateau pour les commentaires et les détails avec toi. Dans son parcours de créateur, Chersek a cherché à fusionner l'héritage africain avec des influences contemporaines, créant des pièces qui résonnent à travers diverses cultures. Sa collection Torodo rend image à ses racines tout en célébrant une vision romancée de la jeunesse dorée africaine. Chaque pièce incarne un luxe subtil et une sophistication intemporelle inspirée par le style distinctif de sa mère. Cette collection mêle des pièces simples, essentielles d'une garde-robe avec des codes faisant écho à son maxi-candy signature. À travers cette collection, la Maison Kébé raconte une histoire romantique, ode à la jeunesse, la beauté, l'amour et la fierté, marquant le début d'une nouvelle ère pour la marque. Tu sais, moi j'aime la mode. J'aime le spectacle, le folklore, la musique, le partage. Tu vois, tous ces éléments qui nous animent et qui nous transportent dans un univers plein de sens et de sensations, pour moi, c'est sacré. Pour moi, créer, c'est comme un souvenir lointain, puiser au plus profond de soi, une couleur, une sensation, tel un parfum qui nous enveloppe, tu vois. Mon travail est composé de multiples couches, de notes touchant plusieurs domaines créatifs qui me plaisent, qui m'attirent. Tout au long de ma vie, j'ai cultivé une curiosité insatiable pour apprendre et observer ce qui m'entoure, m'inspirer de ces choses-là, pour créer et pour faire tout ce que je fais. Après 7 longues années chargées d'émotions, de péripéties, d'apprentissage, de chutes et d'expériences inoubliables, nous y sommes enfin. defal li ngay def bàyyi leen ñu dëkkee di wax boo
boo defee ñu wax boo deful ñu wax defal li ngay def bàyyi leen ñu dëkkee di wax di wax di wax di wax di wax di wax. J'ai envie de dire que l'héritage est bien sauvegardé, préservé, parce que la Maison Kébé, c'est beaucoup de stylistes de talent. Hein. Tout à fait. C'est un héritage, comme il l'a si bien dit. Rappelez que ça a eu lieu le week-end, enfin, il y a 2 semaines, le week-end du 8 au 9 juin, au Grand Théâtre. C'est une manière également, avant même de parler de la Maison Kébé, de montrer de tout ce que offre le Grand Théâtre. On connaît le Grand Théâtre de par sa salle de 1800 places, mais aujourd'hui, le Grand Théâtre offre également à ses peintres, à ses artistes, à ses stylistes, un moyen de mettre en avant justement leur création au-delà même de cette salle de 1800 places. Et rappelez bien sûr que le Grand Théâtre fait partie des 7 merveilles de Dakar. Alors si on revient à la Maison Kébé et cette collection qui nous est présentée par Cheikhouna Kébé, rappelez que le nom de la collection était Torodo, pour revenir un peu, pour rappeler, disons, d'où il vient, l'ethnie Peul, Halpula, où on retrouve les Torodo. Alors, c'était le premier, disons, runway show, le premier défilé de la Maison Kébé par Chersek, et vous pouvez retrouver justement toutes ces images-là sur ces plateformes digitales. Mais Chersek n'a pas toujours été, disons, c'est pas sa première sortie lorsqu'il s'agit de mode, etc. C'est vrai que la Maison Kébé, on le connaît un peu partout dans le monde, hein, sur la scène internationale, ça pèse lourd. Et aujourd'hui, on est fiers de la Maison Kébé lorsqu'on parle du Made in Africa, Made by Africa, et destiné au monde entier, for the world. Et la Maison Kébé, aujourd'hui, au-delà même de ces défilés, produisent un peu des films comme le film qui s'appelle Héritage et Essence. Vous allez voir ces images-là à l'écran. Alors, c'est un film qui montre un peu ce mélange entre la culture africaine, mais également la noblesse de l'Occident. Et même ces mots-là, vous allez les retrouver également au niveau du défilé, justement, qu'on a vu tout à l'heure. Parce que vous allez voir des tenues, bien sûr, qui rappellent la culture africaine, mais quelques minutes après, vous allez voir un autre mannequin qui va venir avec une chemise noire, un pantalon classique qui rappelle un peu aussi, disons, le classique à l'Occident. Donc, c'est un mélange de tout. L'Africain qui veut du Made in Africa, mais avec un style plutôt occidental, va s'y retrouver. L'occidental aussi, qui veut du Made in Africa, mais avec des couleurs plutôt épurées, des couleurs qui passent partout, se retrouve dans cette collection de la Maison Kébé, la collection Torodo de Cheikh Kébé. Et dans le film également, qui se nomme, je me répète, Héritage et Essence, vous retrouvez des accessoires comme le pétao qu'on appelle kori, qu'on retrouve entièrement, disons, dans la culture africaine. Et aujourd'hui, dans ce film, vous allez voir également des images, disons, des accessoires, des meubles que l'on trouve exclusivement dans la noblesse occidentale. Donc, il faut dire qu'il a vraiment pu, disons, mettre une relation entre les deux, une belle relation, et c'est à magnifier. Absolument. On connaît également Fatih Kébé, hein, qui est aussi la fille d'Elhadj Kébé, qui elle aussi est dans le design, évidemment. Et c'est pourquoi je parlais d'héritage finalement préservé, hein, du grand Elhadj Kébé. Ils ont de qui tenir. Ah oui, c'est ça. Je pense que leur papa est l'un des plus grands maîtres couturiers du Sénégal, qui avait payé sur lui en France, à Paris, qui également habillait pas mal de nos chefs d'État, le président Abdou Diouf, hein, avant de faire le pari du retour ici au Sénégal. Hein. Il est un peu comme voilà, notre invité, Eric Favre. Il croit au Sénégal, il est revenu dans son pays natal et il a beaucoup quand même aidé pas mal de ses pères couturiers, surtout très jeunes à l'époque quand même, à se développer, à grandir.
Et donc ça, s'il n'avait pas fait preuve de générosité, de ce partage-là brutalement d'expérience, de connaissances, peut-être qu'on n'aurait pas eu autant de talent aujourd'hui dans notre pays. Alors qu'il pouvait se la couler douce en France quand même, où véritablement il était quand même l'une des enseignes les mieux reconnues. Quand on connaît Paris, l'exigence en tout cas de la clientèle parisienne par rapport véritablement au luxe, voilà, la perfection, c'est la capitale quand même du luxe, hein, comme on le dit. Alors donc LHKB, c'est une fierté pour le Sénégal et je crois que le titre quand même cadre bien avec sa trajectoire. Hein. Je crois que voilà, l'héritage est bien préservé. Je ne savais pas que ce monsieur était son fils. Hein. Moi, je connais plutôt Fatih aussi, une grande amie de Kenkeliba. Mais vraiment, véritablement, on souhaite encore une fois voilà, nos meilleurs voeux à toute la lignée Kébé pour que ce savoir-faire puisse être préservé. Parce qu'il porte haut quand même le flambeau du Sénégal. Voilà, je le souhaite à lui, à LHKB, quand même, voilà, une santé de fer et beaucoup de joie dans la vie. Belle collection, hein. Moi en tout cas sur les images que j'ai vues, c'est du blanc et du noir généralement. Mais c'est très bien fait et ça peut, comme on a eu l'occasion de le dire à plusieurs fois sur ce plateau, nos stylistes travaillent désormais sur des modèles tradis modernes. Tout à fait. On peut porter ces vêtements pour toutes les occasions. Même quand vous voyez un costume, et je crois que le chef de l'État l'a dit quand il était allé voir les artisans, il était en costume, mais il a dit attention, c'est des costumes made in Sénégal. C'est des stylistes sénégalais, des couturiers sénégalais qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos stylistes font du tout. Et pas seulement les tenues traditionnelles pour des cérémonies traditionnelles. Ils font du tout et ça, c'est à souligner et à magnifier. Tout à fait. Ils font du sur-mesure et encore aujourd'hui, ils sont beaucoup plus osés parce qu'ils vont vers des tenues avant-gardistes. Aujourd'hui, peut-être ce qui montre, c'est qu'on les accompagne, que l'État les accompagne énormément. Aujourd'hui, ceux qui sont là au Sénégal ont beaucoup plus de mal peut-être à faire de très grands défilés ou bien à avoir des partenaires, contrairement à ceux-là qui travaillent pour Vogue, qu'on retrouve dans des musées comme Brooklyn Museum, etc. Ils ont beaucoup plus de facilité à rencontrer des gens qui vont appuyer leur projet. Mais les jeunes qui sont là, les tailleurs qui sont de gauche à droite dans nos quartiers ont beaucoup plus de mal. Donc l'État devrait encore plus. Déjà, Tu vois où je veux en venir quand tu as parlé de l'État doit les accompagner. Je crois qu'on a tous vu les images de la Première Dame avec le chef en de l'État. En total look, de la tête aux pieds. In Sénégal, avec Algueil, le sac, les chaussures et tout ça, les montres, même que le président lui-même. Et on l'a souvent dit, souvent de fois dit sur ce plateau, il faut que nos autorités s'habillent en made in Sénégal pour donner bon exemple. Et surtout lorsqu'ils sont là-bas, lorsqu'elles sont là-bas du moins. La Première Dame, en partant, oui, elle est en Made in Africa. On voit beaucoup de Premières Dames qui sont en Made in Africa lorsqu'elles quittent ou bien lorsqu'elles sont dans le pays. Mais une fois là-bas, parce qu'il fait froid, elles vont choisir des manteaux à l'occidental. On a vu la Première Dame, une fois là-bas, continuer à porter le Made in Africa parce que bien sûr, nos tailleurs utilisent des matières pour le chaud comme pour le froid. Tout à fait, c'est ça. Et ça, c'est à souligner, à féliciter. De belles couleurs, hein, j'ai beaucoup aimé. Sur les réseaux sociaux, vous avez probablement vu tout ça. On est à 2 minutes de... Ah, bah voilà, la réalisation est très réactive. Voilà. Ça, c'était la visite avec le président Abdou Diouf. Voilà. Oui. Très joli. J'ai aimé le glamour. Très rare. Les Sérères sont tout le temps glamour. Hein. Il y a une Sérère qui est là, je les représente. Heureusement que tu m'accompagnes. Enfin, il a fallu attendre 2024 pour trouver un couple Sérère glamour. Et belle image justement du chef de l'État qui allait rendre visite justement au président Abdou Diouf durant son séjour à Paris. Ça aussi, il fallait absolument le souligner. On est à 2 minutes de la fin de cette émission. Maintenant, 1 minute très rapidement, on termine. Qu'est-ce qu'il me dit, mon réalisateur, mon cher Mahfouz? Ah, mon micro est tombé entre-temps. Voilà, je vais le récupérer. Merci beaucoup. Allez, on termine. Un rappel de ce programme, des objectifs attendus en termes de participants. Eric, avant de conclure ce premier numéro de la semaine. Écoutez, le premier objectif de ce premier festival, déjà, c'est que le public soit bien sûr nombreux, mais soit surtout ravi de participer à ce festival parce qu'il va être vraiment interactif. Le public va pouvoir faire et participer à différentes disciplines sportives. Et puis, faisons ça dans la joie, avec professionnalisme, avec générosité. Et mon objectif, moi, c'est surtout l'année prochaine, faire quelque chose d'encore plus grand. Pourquoi pas à Diamagio d'ailleurs, mais avec des compétitions internationales, avec beaucoup plus de pays,
Mais il fallait marquer la première pierre, donc c'est ce qui sera fait cette année, l'année prochaine. Je pense qu'on fera quelque chose de beaucoup plus ambitieux encore. Merci beaucoup. Et c'est ouvert à tout public. La transformation de Tafatine. En 2 secondes. En 2 secondes, Tafatine, pour la première fois de sa vie, s'est entraîné entre 6 et 8 heures par jour avec une rigueur dans l'alimentation, dans la supplémentation et dans l'entraînement. Il y a une chose que je veux vraiment préciser qui est extrêmement importante. Oui. Il est 100% naturel. Il n'y a pas de stéroïdes, d'anabolisants. Parce qu'il y a des bruits qui courent ou d'autres font courir des bruits. Mais moi, je m'engage vis-à-vis de vous, les yeux dans les yeux. C'est un garçon qui a une capacité physique qui est hors norme. Et il a fait le boulot. Et c'est pour montrer qu'avec du travail, de la persévérance et un entraînement structuré, on a des résultats. Merci. Éric Favre, merci. Merci à vous. À très bientôt. Vous J'espère. étiez top comme toujours. Revenez nous voir. C'est gentil. à tout Merci moment. beaucoup à vous tous. Merci ma chère Toumané. Merci, Très bien Sarah. habillée ce matin. Clin d'œil à Maxi Dakar. Maxi Dakar. Certes, c'est du Made Made in in Africa. Sénégal. Made J'ai in reconnu Sénégal. la marque. Maguette qui fait Elle de a sa très belles propre choses. touche. Allez voir ça sur les réseaux sociaux. Merci mon cher Ban. Très bien habillé également ce matin. Merci J'ai beaucoup. remarqué. Et les baskets aussi. Mais- Vous avez Made vu in les baskets? Sénégal, oui. Ça va avec. Je Voilà. l'ai reçu d'un ami qui vient de l'Espagne avec qui on a grandi ensemble. Ah, bon, très bien. Modou, merci. Merci mon cher Alioune, très bien habillé aussi. Voilà, c'est ça. Merci de nous avoir regardés. C'est fini pour ce matin. On se retrouve demain dès 6h30 pour un nouveau Quinqueliba. Prenez soin de vous et merci également aux équipes techniques. Au revoir. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where we's aligned.